kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions. Axel de Tarlet qui double Jean-Philippe Ballas ce matin pour parler d'éco. Jean-Philippe Ballas donc pour la presse internationale et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Un putsch contre la démocratie. La Croix fait sa une sur la situation au Burkina Faso où des militaires ont brisé la transition démocratique. L'humanité regarde vers la Grèce qui vote dimanche. La résistance du peuple grec repasse par les urnes. Le Figaro met Vladimir Poutine à la une. En Syrie, il se pose en rempart contre Daesh. L'engagement de la Russie en Syrie par la livraison d'armes, par la construction d'infrastructures et par le déploiement de troupes marque le grand retour de la Russie au Moyen-Orient. Le pari qui fait de Drahi un géant des télécoms, ça c'est la une des Échos. Les Échos séduits par l'insatiable appétit de l'homme d'affaires. Il a dépensé 52 milliards dans des acquisitions depuis l'an dernier et il jouit désormais d'une forte notoriété aux États-Unis. Sinon, Nicolas Sarkozy répond aux lecteurs d'aujourd'hui en France. Alors sur le fond, il s'en prend aux 35 heures. Les supprimer, oui, il faut le faire. Il s'en prend aux enseignants aussi. Le problème de leur statut est clairement posé. Et puis sur la forme, il esquisse pour la première fois une autocritique de son mandat présidentiel. J'ai beaucoup appris de la défaite, dit-il. Il reconnaît quelques regrets sur le fameux « casse-toi pauvre con ». J'ai cédé à une provocation, je n'aurais pas dû. Puis il confie, plus jeune, j'étais un peu bulldozer. Nicolas Sarkozy qui, face à un lecteur qui l'interroge, confie également « Vous avez vu comme je suis calme maintenant ?» Un vrai toutou. À la une des régions, c'est une citation, à la une des régions, Marion Calais, le front des maires effraie, écrit Libération. La colère des maires, on en parle aussi dans la presse régionale ce matin. Oui, avec en soutien le BTP, dit Centre Presse, le journal de l'Aveyron. Le secteur qui annonce avoir perdu 1200 emplois dans le département depuis 2008 sera demain aux côtés des élus contre la baisse des dotations aux collectivités. Une baisse qui, pour le secteur du bâtiment, implique une baisse aussi des investissements. La réforme du collège, malgré tout, titre à la une de l'Est républicain. Peu de grévistes hier et des enseignants désabusés. L'autonomie accordée aux établissements continue de faire débat. Et puis le choix de Jean-Claude Gaudin dans la Provence, il préfère Marseille au Conseil constitutionnel. Dès qu'on dit Gaudin, on a l'impression de l'entendre. C'est incroyable. L'histoire du jour est celle d'un verre catalan qui s'invite à la Coupe du Monde et qui fait la une de l'Indépendant ce matin. C'est un verre que l'on commence à bien connaître. Nous, en France, les verres de la société EcoCup, situé à Céret dans les Pyrénées-Orientales, ces verres réutilisables en plastique, eh bien ce sont ceux-là qui ont été choisis pour verser les litres de bière aux supporters dans les stades pendant la Coupe du Monde. C'est la première fois dans l'histoire de la compétition que les verres jetables sont bannis. Et pour l'Angleterre, qui ne connaissait pas le principe, raconte le patron d'EcoCup, la proposition de verre écolo était révolutionnaire. Ce sont donc 2 millions de gobelets qui ont été acheminés outre-Manche, la soixantaine de salariés de l'entreprise aussi, une station de lavage, 30 embauches également sur place. Il va y avoir du boulot, le patron le sait déjà et le dit d'ailleurs, les Anglais boivent beaucoup. Bref, on va devoir multiplier les lavages par 6 par rapport à une manifestation française. Quand même. On va continuer à parler rugby avec Axel de Tarlet. Rugby, cette Coupe du Monde donc, qui s'ouvre ce soir, promet d'être une grande réussite économique. Non, vous n'avez pas lu l'équipe, vous avez bien lu les Échos. Mais exactement, mais c'est vraiment dans le prolongement de ce que vous venez de raconter, Marion Calais, puisque pendant 6 semaines, ça va durer 6 semaines, hein, pour ceux qui n'aiment pas le rugby, on va en parler jusqu'au 31 octobre. Donc pendant 6 semaines, l'Angleterre va accueillir notamment 500 000 touristes étrangers qui vont venir exprès pour la Coupe du Monde du rugby, qui vont venir parfois de loin, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, etc. Et que vont-ils faire ? Ces touristes étrangers en Angleterre, ils vont boire de la bière, voilà, dans des EcoCup. Ils vont acheter des billets, ils vont aller dans les hôtels. Je ne sais pas si vous avez prévu d'aller visiter le Cardiff prochainement, notamment le week-end du 17 octobre, mais c'est une très mauvaise idée parce que le prix des chambres d'hôtel est multiplié par, tenez-vous bien, par 12 selon le site Trivago. 1386 € en moyenne pour une chambre d'hôtel à Cardiff le 17 octobre. C'est quel match C'est le quart de finale. Voilà. Ah, d'accord. Donc en tous les cas, c'est. Ah pardon, j'allais vous demander si pour TF1 c'était rentable comme opération. Alors toujours la télé. voilà. Alors pour TF1, non, le problème c'est non parce que TF1 a acheté les droits, qu'il a quand même payé 45 millions d'euros. C'est 3 fois moins cher que le mondial, mais enfin quand même, c'est 45 millions d'euros. Il en a revendu d'ailleurs une partie à Canal+.
Mais néanmoins, il faudrait, donc ça fait une ardoise de 30 millions à rembourser, il faudrait qu'il y ait beaucoup de recettes publicitaires. Enfin maintenant, les spots de pub sur TF1, ça va 18 000 à 250 000 euros les 30 secondes. Si la France va en finale, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour TF1. Et puis surtout, pour le sport et pour le rugby. Allez les petits. Voilà. Voilà, Marion Calais, depuis ce matin, elle est limite à se faire bleu, blanc, rouge sur les joues. Je suis très inquiet pour elle. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, on va aux États-Unis, à New York, avec une fausse victime étonnante des attentats du 11 septembre. Une histoire à peine croyable. Il s'appelle Steve Ranadziz, il a 37 ans et n'a rien oublié de ce jour où il travaillait au 54e étage de la tour sud du World Trade Center. Il était là au moment où le premier avion s'est encastré dans la tour voisine. On a été bousculé dans toute la pièce, dit-il. À l'époque, Steve est employé pour la banque Merrill Lynch, du moins, c'est ce qu'il répète depuis des années. D'ailleurs, cette tragédie du 11 septembre va bouleverser sa vie. Steve abandonne le monde des affaires, il démarre une carrière de comédien, il va même décrocher un rôle dans une série, bref, c'est un nouveau départ. L'histoire est émouvante, forcément, elle touche au cœur du public américain, forcément. Sauf qu'elle est fausse. À force de l'entendre, c'est le New York Times qui va enquêter et finir par découvrir la supercherie. Steve Ranadziz n'était pas au World Trade Center le 11 septembre 2001. Il ne travaillait pas non plus chez Merrill Lynch. Il a tout inventé. Mais pourquoi ? Il n'a pas d'explication. Alors, il a juste envoyé un communiqué hier dans lequel il se dit désolé pour toutes les victimes réelles du 11 septembre, pour leurs familles, pour leurs proches. Ce que j'ai fait est inexcusable, dit-il. On imagine que sa carrière de comédien risque d'en prendre un coup. Et parce qu'aux États-Unis, on ne plaisante pas avec ce genre de mensonges. Et puis, comme toujours dans ce genre de dossier, la presse a continué ses recherches et on s'aperçoit maintenant que Steve a aussi menti sur ses diplômes. Alors, c'est pas la première fois que les États-Unis démasquent une fausse victime du 11 septembre. Il y a eu d'autres cas, toujours très mal vécus là-bas parce que pour nous, c'est peut-être loin maintenant, mais il faut savoir que cette date reste très douloureuse pour les Américains, en particulier pour les New-Yorkais. Et chaque année, les commémorations sont très très fortes à New York. En tout cas, il va décrocher un rôle dans Wonder Mytho, non ? Il va être le premier rôle, notre ami comédien là. À la télé, ce soir, sur 22h30, il paraît qu'il faut regarder France 2 et Ronde de nuit, Eva Rock. Il est 23h. Ah ouais. Je vous emmène dans les allées du Louvre. Et là, 4 torches, façon sabre laser de Star Wars, apparaissent. Stéphane Bern, Christophe Willem, François Berléand et Marianne James vont réaliser mon rêve et j'espère le vôtre, visiter le musée de nuit et sans personne. C'est pour ça que ça résonne. Génial. Dans un magnifique jeu de lumière, première œuvre et première histoire devant la sculpture de la victoire de Samothrace. Ce qui est important, c'est d'imaginer que c'est la victoire. La victoire, c'est Nike. Oui, c'est le nom de la déesse. Ça a été récupéré par une célèbre marque de basket, vous savez, qui a stylisé son aile pour incarner la victoire de ses joueurs. Ah, ok. Eh oui Marion, c'était ça. C'est ça le signe de la marque de basket, exactement. Alors autre arrêt obligatoire évidemment, c'est devant la Joconde et son mystérieux sourire sur lequel Stéphane Bern a aussi une information étonnante. On raconte que pour qu'elle tienne le coup pendant les longues séances de pause, eh bien, il y avait des bonimenteurs, il y avait des joueurs, des musiciens, et donc elle se marre en fait. Ah donc Voilà, elle rigole. c'est bon, exactement. Donc elle rigole. Ah ben voilà. Alors si vous voulez savoir où sont les bras de la Vénus de Milo, à quoi servent ses seins ou encore pourquoi les sculptures ont souvent des nez cassés, eh ben vous regardez cette émission qui est rythmée Ça a par l'air toutes drôle, ces hein, histoires, exactement, des jeux. Il y a des tas d'infos qui sont aussi incrustées dans les images. C'est ludique, c'est drôle, c'est très joliment mis en musique avec des musiques modernes et c'est magnifiquement produit par Arthur. C'est une ronde de nuit un peu presque trop courte, j'ai envie de vous dire, à regarder en famille. Et je vous propose qu'on se quitte avec Marianne James au chant et Christophe Willem au piano dans les allées du Louvre et ils sont devant la Vénus de Milo. I'm your Venus, I'm your fire, your desire. She's got it, yeah, baby, she's got it. C'est une reprise. I'm your Venus, I'm your fire, Ça chante your quand même, hein. desire. C'est Bramanton. Magnifique. Oh non. Alors on est en train de se demander si les Bananarama, mais c'est une reprise. Hein. Oui. C'est une reprise, je trouve plus Vinas. Ouais. On se cache le nez. On lance un appel. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est Shocking Shocking Blue. C'est ça Shocking Blue, exact. Ouais, un groupe Absolument. néerlandais. Alors en fait, je sais pas, on me le dit dans le casque. Je triche, c'est honteux, c'est honteux. Oui, Shocking Blue, c'est un groupe néerlandais qui a marqué un peu l'histoire néerlandaise de la musique blues. Allez, merci les amis, rideau sur le kiosque.